Il est temps de décrypter l'actualité économique sur Ecofin Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes dans l'essentiel de l'économie sur votre télévision. Le Rwanda s'est retiré de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. CAC en sigle. Que comprendre de ces retraits? Peut-on déjà à ce niveau parler d'une victoire diplomatique de la République démocratique du Congo? Y aura-t-il des conséquences économiques en ce qui concerne notamment le marché commun régional au niveau de l'Afrique centrale? Nous en parlerons dès le début de cette émission. Et puis, nous reviendrons sur la conférence des gouverneurs, les gouverneurs des provinces en République démocratique du Congo qui se réunissent en séjour déjà au Lualaba, à Kolwezi pour être beaucoup plus précis, sous l'égide du président de la République pour la conférence des gouverneurs. Et dans cette émission, nous allons revenir sur un élément très important du développement des provinces en RDC, la Caisse nationale des péréquations. Cette caisse, les gouverneurs des provinces sont-ils finalement prêts à l'activer vraiment de manière pérenne et passer au-delà des paroles et des discours? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Et puis ici à Kinshasa, le ministre de la Justice Constant Mutamba est à nouveau sollicité par la justice congolaise. Le procureur général près la Cour de cassation a formellement saisi pour une deuxième fois l'Assemblée nationale aux fins de solliciter l'autorisation, non pas d'instruction, mais des poursuites contre le ministre Constant Mutamba pour détournement présumé des 39 millions de dollars américains, des fonds destinés à l'indemnisation des victimes du conflit de la guerre des 6 jours à Kisangani. Et puis nous terminerons par le fonds souverain en République démocratique du Congo, un fonds qui fait toujours jusque-là défaut en RDC. Quelle est son importance et son utilité? Tout ceci est à voir dans cette émission. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue une fois de plus dans votre émission L'essentiel de l'économie sur Ecofin Télévision. Bonjour Igor Biwaka. Bonjour Patrick Lumbala. Merci beaucoup d'être là. Bonjour Tony Divendila. Merci Patrick Lumbala. Merci beaucoup d'être là également. Nous commençons tout de suite par le retrait du Rwanda de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEEAC en sigle. De quoi s'agit-il? Comment en est-on arrivé à cette décision de Kigali de se retirer de cette communauté? Kigali qui accuse en outre la RDC. Regardez les détails dans cet élément. Le sommet de la CAC à Malabo devait être l'occasion pour le Rwanda d'accéder à la présidence de l'organisation. Mais l'objection ferme de la République démocratique du Congo, forte de ses accusations de soutien rwandais au M23 dans l'Est congolais, a fait capoter cette ambition. Face à ces refus, Kigali a choisi le retrait, dénonçant une dérive de la CAC en faveur de Kinshasa et une violation de principe. Pour la République démocratique du Congo, ce retrait est une victoire claire. Il est interprété comme une reconnaissance implicite par une partie de la communauté régionale de griefs congolais contre le Rwanda. Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais, a d'ailleurs qualifié la décision rwandaise de fuite devant la redevabilité. Cette position renforce le narratif de Kinshasa et isole Kigali au sein de cette enceinte régionale. Si le retrait rwandais est une victoire diplomatique pour la République démocratique du Congo, il soulève aussi des interrogations sur la CAC elle-même. Souvent critiquée pour son manque de poids réel dans la résolution de conflits et son efficacité limitée, l'organisation fait face à un défi de crédibilité. Le départ du Rwanda de la CAC, bien que symboliquement fort, ne résout en rien les problèmes profonds qui gangrènent les relations entre Kinshasa et Kigali. Les accusations de soutien au M23 par le Rwanda et les contre-accusations de Kigali dénonçant les soutiens de la RDC au FDLR demeurent au cœur des tensions. Le Rwanda reste par ailleurs un membre actif d'autres communautés économiques régionales plus influentes comme la communauté de l'Afrique de l'Est et la COMESA, où il continuera à exercer son influence. Ce retrait souligne que la résolution du conflit dans l'Est de la RDC nécessitera des efforts diplomatiques bien au-delà du cadre des organisations sous-régionales. Le processus de paix de Luanda et de Nairobi, facilité par l'Union africaine,
le Qatar et les États-Unis d'Amérique restent les voies privilégiées pour tenter de désamorcer une crise dont les répercussions sont dramatiques pour les populations du Nord Kivu. Bienvenue une fois de plus, Tony Dibendila. Merci Patrick. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de prendre part. Toujours. À l'essentiel. Toujours. Merci beaucoup d'être là. Alors, le Rwanda a officiellement annoncé, c'était le week-end dernier, lors du sommet de cette communauté qui s'est tenue à Malabo, en Guinée équatoriale, son retrait de manière formelle de cette communauté économique des États de l'Afrique centrale. D'abord, comment en est-on arrivé là? Bon, je crois que, en premier lieu, c'est d'abord, il faudra souligner un aspect. Cela nous démontre, symbolise également la présence de plus en plus importante de la République démocratique du Congo dans les concerts des nations, et puis la présence importante du Congo dans la communauté des États de l'Afrique centrale. Tout à fait. Mais au-delà de ça, nous savons que le Rwanda a motivé son départ d'ailleurs. Il venait de formaliser sa sortie de cette organisation sous-régionale, mais je crois que le Rwanda a motivé son départ par les refus, c'est en tout cas officiel, par les refus de cette organisation à lui accorder sa place, la présidence tournante, sa place des présidences tournantes que les Rwandais devaient occuper. Et l'organisation a préféré, prolonger les moyens, reconduire en quelque sorte la Guinée. Reconduire Théodoro Obiangema, la Guinée équatoriale. Mais je crois que ça, c'est une version officielle accusée la République démocratique du Congo de bloquer sa présence. Mais je crois que s'il faut regarder également un peu plus près, c'est aussi l'inutilité vraiment de cette organisation sous-régionale. Nous savons, il y a pas l'inutilité de la CEAC. Mais oui, oui. D'ailleurs, pour les Congos, c'est juste une victoire symbolique et politique. C'est-à-dire que les Congos réaffirment sa présence, ça envoie un message en termes sur les plans politiques, mais parce que déjà en termes d'économie, les échanges entre l'État de la communauté des États de l'Afrique centrale, ce n'est que 2%. Il faudra questionner les experts et tout. C'est-à-dire que même les pays à l'interne, c'est-à-dire même la communauté ou encore le Rwanda ne sera pas très impacté par ces départs. Et donc, je crois que c'est plutôt un message politique, et puis c'est un message politique positif pour la République démocratique du Congo, c'est-à-dire à un certain niveau, il y a des efforts qui sont en train d'être réalisés pour concernant l'agression dans la partie est du Congo, parce que vous vous souvenez, vous avez, je crois, suivi la réponse de la République démocratique du Congo qui évoque la violation justement de certaines dispositions. Qui n'a pas nié son activisme pour bloquer la présidence du Rwanda, mais qui a plutôt pointé les Rwandais d'abord par sa nuisance contre les intérêts congolais dans la partie est, en fait l'insécurité que les Rwandais entretiennent, mais aussi par le fait que les pays des Kagame refusent d'assumer ses responsabilités. Il a pris les engagements, ainsi de suite, mais il refuse d'assumer. Donc les Congos implicitement acceptent son activisme pour bloquer les Rwandais à occuper la présidence de la CEAC. Effectivement, Igor Biwaka, le Rwanda qui annonce aujourd'hui son départ de la CEAC, parce qu'on ne lui a pas attribué la présidence tournante, ce qui est son droit d'ailleurs, conformément au texte qui régisse cette organisation. Mais à ce stade, est-ce qu'on peut s'attendre à des conséquences, notamment sur les plans économiques, lorsqu'on sait qu'il y a au niveau de la CEAC des projets comme celui d'un marché commun, mais on sait aussi que la CEAC a été un levier très important, une communauté très importante dans la mise en place de la ZLECAf que nous connaissons aujourd'hui. Évidemment, Patrick Lumbala, c'est vrai, on a ici tantôt parlé, au fait, on a minimisé les conséquences économiques qui vont en fait s'abattre concernant en fait, le retrait du Rwanda de cette communauté économique des États d'Afrique centrale, 22 ans après, puisque il faut rappeler ici, cela a été créé en 1983 et 22 ans après aujourd'hui, le Rwanda s'y retire, voyez-vous, de cette communauté. Mais moi je trouve que ces retraits-là va quasiment impacter au fait le Rwanda. Voyez-vous, c'est vrai que ça ne va pas vraiment
impacté, a fortiori le Rwanda, mais au moins légèrement le Rwanda. Parce que si on se rappelle bien de l'importance économique que représente cette organisation, vous l'avez tantôt évoqué ici, c'est d'abord premièrement, cette organisation a été d'une importance cruciale dans la mise en place de la zone de libre-échange économique continentale africaine, la ZLECAf, mais également cette organisation est en train d'entrevoir au fait la création d'un marché commun pour faciliter au fait ces pays-là d'effectuer librement leurs transactions commerciales. Et le Rwanda sera en fait absent de cette organisation-là. Aujourd'hui, ce message de minimiser les conséquences économiques, c'est un message, je trouvais que c'est une rhétorique rwandaise. C'est question de dire que voilà, bon, on se retire, mais de toutes les façons, ça n'aura pas un impact considérable. Mais qu'est-ce qu'ils indexent? Ils indexent les autorités congolaises. Pourquoi? Parce qu'ils savent que voilà, ils n'ont pas eu cette présidence tournante. Ils mettent en exergue le fait que la RDC a instrumentalisé l'organisation pour que, n'est-ce pas, on ne puisse pas lui accorder cette présidence tournante. Pourquoi il s'est échiné à avoir cette présidence tournante? Parce qu'ils savent bien, en fait, les répercussions économiques que cette organisation génère, même si, à vrai dire, elles sont minimes, mais là où ça touche quand même le portefeuille, minime qu'il soit, ça permet quand même, n'est-ce pas, au pays d'avoir des bénéfices, etc. Du côté du Rwanda, on minimise d'ailleurs les conséquences économiques de son retrait. Le Rwanda parle d'intégration régionale et dit qu'il est à ses jours dans l'EAC et dans d'autres organisations sous-régionales et va continuer son intégration régionale au travers de ces organisations-là. Est-ce qu'il n'y a pas quand même à s'inquiéter à ce niveau-là? Ils s'inquiètent déjà, le fait déjà qu'eux-mêmes ils le disent ouvertement, que voilà, on se retire et qu'ils mettent, n'est-ce pas, ils mettent en accusation la République démocratique du Congo. C'est la preuve à suffisance qu'ils sont d'un côté au fait touchés par ces retraits-là, puisqu'ils ont adhéré depuis déjà la création de cette organisation en 1983, comme je l'ai tantôt dit ici, ils étaient pays membres. 22 ans après, vous vous retirez. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien les implications, ils savent bien les contextes dans lesquels nous traversons entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et ce qui fait en sorte que, n'est-ce pas, au regard en fait de ces différends qu'il y a, ils se sentent malaisés. L'objectif ici, c'est d'isoler en fait diplomatiquement ces pays agresseurs de la République démocratique du Congo. Et je trouve que le jeu en tout cas est en train d'être à feu et la République démocratique du Congo va encore coincer davantage. Vous avez vu dernièrement ici, il n'y a pas plus longtemps que quelques jours ici, la République du Congo a aussi résilier les contrats avec le Rwanda. Ce qui prouve à suffisance qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte au fait il y a une dynamique qui se met en place en ce qui concerne la coopération contre le Rwanda. Ça, c'est une évidence. C'est une victoire, je dirais, diplomatique, il faut le dire, pour la République démocratique du Congo. Tout à fait, on va y revenir. Alors, Tony Dibendila, ce que Igor Biwaka qualifie de victoire diplomatique pour la RDC, on peut dire aujourd'hui que le poids de la RDC au sein de cette organisation sous-régionale n'est pas à minimiser. Parce qu'on rappelle que la RDC est quand même un des pères fondateurs de cette organisation-là. Je crois l'avoir dit, et les laxismes qui a caractérisé dans les années passées la diplomatie congolaise en termes de sa présence dans les organisations régionales ou sous-régionales a peut-être permis au Rwanda d'avoir une certaine considération, une certaine importance. Aujourd'hui, par exemple, les retraits du Rwanda, je l'ai dit, confirment la montée de la RDC au niveau régional. Et ces retraits, obligés par l'activisme diplomatique du Congo, c'est une victoire politique et diplomatique. Parce que déjà, la démarche qui a été entreprise pour pousser les pays des Kagame à se retirer, puis être, les Congos estiment que c'est une victoire, puis être reproduite ailleurs, cette démarche. Donc on voit bien qu'il y a donc des astuces ou encore des mécanismes diplomatiques qui peuvent tenir et mettre la pression contre le Rwanda. Je crois qu'il y aura un sommet de l'OIF à Kigali et selon certains éléments de la RDC n'y participera pas. La RDC fait déjà pression pour ne pas y prendre part. Mais on sait que la République démocratique du Congo est le premier pays francophone au monde. Un simple retrait de la RDC fragiliserait cette organisation. Les faits, nous l'avons vu lors du dernier sommet de la francophonie en France. Simplement le fait que le président français Emmanuel Macron n'a pas mentionné l'agression rwandaise au Congo. Le président congolais est parti. Tout à fait. Et il l'a fait, il a rétropédalé, il l'a fait à la clôture de ces sommets. Donc je crois que
il y a aujourd'hui des leviers à lever. Aujourd'hui, il y a des atouts, il y a des leviers. Une fois activés par l'État congolais, ça pourrait augmenter la position. En fait, ça pourrait donner plus d'écho à la position congolaise au regard des faits. Au regard des faits, parce qu'aujourd'hui, il est prouvé, il y a comment est-ce qu'on appelle ça, la résolution 2773 des Nations Unies, qui demande au Rwanda de quitter. Jusqu'aujourd'hui, le Rwanda est là. Et donc, nous avons des soubassements aujourd'hui qui peuvent permettre à la République démocratique du Congo de porter haut sa voix dans les milieux diplomatiques. On va changer ces sujets-là, mais d'abord avec vous, Igor Biwaka, ce retrait du Rwanda de la CEEAC et la promptitude des pays de la CEEAC à se rallier à l'avis de la République démocratique du Congo prouve quand même des faits tels que les appartenances culturelles notamment. On a vu que dans l'EAC, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, la dynamique est celle de soutenir le Rwanda. Et dans les États de l'Afrique centrale, la dynamique est celle d'appuyer la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut parler des organisations régionales, une sorte de confrontation entre organisations régionales sur fond du conflit dans l'Est de la RDC? Patrick Lumbala, on peut l'entrevoir de cette manière-là. Déjà, vous vous rappellerez que lorsque la recrudescence en fait, de la guerre avait refait surface dans la partie orientale du pays, on craignait en fait un conflit régional. Voyez-vous, pourquoi on craignait ces conflits régionaux-là? Par le simple fait qu'on se rendait compte que voilà, il se pourrait que des accointances s'étirent entre les États et ça risque d'enflammer en fait la sous-région. Voyez-vous, on peut l'entrevoir dans cette dynamique-là, mais seulement déjà, comme on l'a tantôt mis en exergue ici, cela relève également de la capacité en fait, des autorités congolaises à pouvoir mettre en fait, le Rwanda dos contre mur. Parce que déjà, aujourd'hui, si les États du monde parviennent à reconnaître le Rwanda comme pays agresseur, je dirais que c'est un mérite. Tout à fait. C'est une victoire, c'est un succès. Hier encore, on avait du mal à indexer nommément le Rwanda, à les citer nommément. Parce qu'on voulait en fait masquer en fait, le soutien de ces Rwandais. Aujourd'hui, tous les indicateurs le prouvent que le Rwanda est derrière cette guerre d'agression. À quoi bon sert? À quoi encore s'est voilé la face pour dire que voilà, le Rwanda n'y est pour rien? Donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo s'engage fermement à montrer à la face du monde que le Rwanda est derrière la guerre dont elle est victime, la RDC. Et donc, il faudrait que le Rwanda puisse se retirer de son sol. Et que nul ne doit en prétexter ignorance. Voilà. Et donc, le Rwanda doit impérativement se retirer. Et ce fait, la démarche que les autorités congolaises sont en train d'être amenées pour que, n'est-ce pas, aujourd'hui, le Rwanda se retire inextricablement du sol congolais. Tout à fait. Merci beaucoup, Igor Biwaka. On va changer des chapitres tout de suite pour évoquer maintenant la conférence des gouverneurs. Cette conférence qui se tient au Lualaba, à Kolwezi, dans la province du Lualaba, sous l'égide du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous allons nous apaisantir sur un levier très important du développement des provinces en RDC. C'est la Caisse nationale de péréquation. De quoi s'agit-il exactement et pourquoi elle traîne encore à être effectivement mise en place? Regardez ceci. La conférence de gouverneurs bat son plein au Lualaba, mais une question essentielle plane sur le débat, l'inertie de la Caisse nationale de péréquation. Créée en 2016 pour équilibrer les développements entre les provinces de la RDC, cette institution demeure largement inopérante, faute de financement. La CNP est pourtant la clé de voûte de la solidarité nationale, censée transférer de ressources de provinces riches vers le plus pauvre pour financer des projets de base. Sans elle, la décentralisation reste un principe et les disparités régionales s'aggravent. La conférence de gouverneurs représente donc une occasion cruciale. Les dirigeants provinciaux, confrontés quotidiennement aux inégalités, doivent pousser pour une réaction et un financement effectif de la CPN. Au-delà des discours, l'enjeu est de définir de mécanismes clairs de prélèvement et de redistribution avec une gouvernance transparente pour éviter les écueils passés. L'inertie de la CNP symbolise le défi de la décentralisation en RDC pour que le programme de développement local de 145 territoires porte ses fruits et que le pays aspire à un développement équitable. Il est impératif d'insuffler vie à cette caisse nationale de péréquation. Son avenir est donc directement lié à celui de la cohésion nationale.
Et voilà donc pour quelques informations sur ces sujets de la Caisse nationale de péréquation. Tony Dibendila, le président de la République, qui réunit, comme toutes les années d'ailleurs, les gouverneurs, mais cette fois à Kolwezi dans la province du Lualaba, pour pouvoir discuter effectivement notamment, bien que le thème de la conférence des gouverneurs cette année tourne autour du secteur de la santé, mais il y a quand même un levier très important, c'est la Caisse nationale de péréquation qui, depuis son institution, peine toujours à être effectivement mise en place, alors que les disparités de développement entre provinces sont vraiment remarquables sur le terrain. Je crois que vous avez suivi il y a quelques jours les ministres des Finances de Fouamba au Sénat, également le directeur général de la Caisse nationale de péréquation, mais il faudra déjà rappeler pourquoi cette caisse a été créée. C'est parce que justement les législateurs s'étaient rendus compte qu'il y avait effectivement un déséquilibre total dans les développements des provinces. Vous n'avez qu'à faire un tour au Lualaba, par exemple, aujourd'hui. Quand vous quittez Lualaba pour aller dans le nord Bangui, vous aurez l'impression, c'est-à-dire vous aurez l'impression d'être carrément dans un autre pays. Voilà, c'est-à-dire que les déséquilibres est très important. Mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, pourquoi la Caisse nationale de péréquation, qui est appelée à financer les projets dans les provinces pour maintenir l'équilibre quand même, qu'il n'y ait pas trop de disparités, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? La réponse a été donnée, il n'y a jamais eu de crédit. Mais aujourd'hui, moi j'estime que c'est à la fois une question structurelle, mais aussi une question de volonté politique. Tout à fait. Parce que chaque année, dans les budgets, par exemple, il y a on va dire, un budget alloué à la Caisse nationale de péréquation, mais les crédits ne suivent pas. Mais voilà, justement, qu'est-ce qui se passe? En réalité, la Caisse nationale de péréquation devrait financer le projet d'investissement dans la province. Devrait financer en fait les projets pour maintenir les développements. Mais est-ce que la Caisse nationale, la CNP, est-ce que elle-même est renflouée, elle a ses moyens. Mais pourquoi? Aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs programmes qui fonctionnent à travers les pays. Nous avons par exemple les programmes de développement local de 145 territoires. Pourquoi la Caisse nationale de péréquation n'est pas, par exemple, impliquée? Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des questions d'ordre structurel et politique. Et notre aspect, on parle des provinces, mais on sait qu'il y a des provinces, au Congo, des provinces minières, on sait qu'il y a l'économie congolaise est vraiment tournée vers les secteurs miniers, carrément les provinces qui ont des mines ont plus d'avantages, ils ont des redevances, et voilà. Mais les provinces qui n'ont pas de mines, je venais de citer les Nord Ubangi, je peux citer le Kwango, d'autres provinces. C'est-à-dire on pourra se rendre compte que ces provinces-là sont très pauvres. Tout à fait. Mais est-ce que les gouverneurs des provinces qui ont des redevances vont-ils accepter qu'il y ait, parce que s'il faudra qu'il y ait équilibre, c'est-à-dire ils peuvent aider, parce qu'en termes d'équilibre, c'est-à-dire ils peuvent aider par les canaux de la Caisse nationale de péréquation. Vont-ils accepter que certains des revenus de leur province soient également affectés chez les autres à travers des projets où cette même Caisse nationale de péréquation, c'est ça aussi. Mais c'est ça même l'objectif. Mais c'est ça même l'objectif de cette Caisse de péréquation, qui est financée d'ailleurs par l'argent des provinces qui sont jugées et réputées un peu plus riches que les autres. N'est-ce pas, Igor Bua? Patrick Lumbala, c'est vrai, on a parlé ici de l'état d'inertie dans lequel cette caisse évolue, 19 ans après son institutionnalisation. C'est écœurant. Pourquoi? Parce que déjà, d'après la loi organique qui le crée, cette caisse a pour vocation de financer. Tout à fait. De financer, on l'a dit ici, les PIP, c'est-à-dire le projet d'investissement public, mais également de réduire, n'est-ce pas, ces disparités en termes de développement entre les provinces. Mais malheureusement, la caisse n'a jamais rempli sa mission. Pourquoi? Parce que elle n'est pas elle-même renflouée. Elle-même, elle n'a pas assez de moyens pour financer. Mais qui doit la renflouer, cette caisse? Évidemment, vous avez évoqué ici dans le financement de cette caisse. Voilà, c'est ça la véritable question que l'on devrait se poser. Parce qu'on a dit que les crédits ne suivent pas. Il n'y a pas assez de crédits pour alimenter cette caisse-là. Mais quand on l'avait mis au point, pourquoi on n'avait pas songé préalablement à cette éventualité-là? Tant que l'on sait préalablement que parfois, par moment, les budgets ne peuvent pas prendre toujours en charge, n'est-ce pas, les établissements publics et autres là. Mais pourquoi l'avoir mis en place? Donc, pour moi en tout cas, je trouve qu'il serait beaucoup plus important de penser sur, n'est-ce pas, les sources qui viendront pour financer, pour alimenter cette caisse nationale de péréquation. On a parlé du ministre des Finances ici. Il était devant les élus des élus, voyez-vous. Et là, quelle raison il a donné?
Il a dit que si on constate, en fait, évidemment, l'inefficacité de cette caisse nationale, c'est parce que, préalablement, cette caisse, depuis son institution, n'a jamais été financée, n'a jamais reçu un sou. Mais comment vous créez un établissement public qui a pour vocation d'être un organe de financement et non une unité des résolutions des projets, mais qui n'a pas de financement? Voyez-vous? Et donc, c'est pour cette raison-là, même si quand l'Argentine nationale a évoqué le fait que voilà, on va alimenter pour le deuxième semestre 2025 une affaire de 20 millions de dollars américains, question d'activer, de la rendre opérationnelle, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'avec 20 millions de dollars américains, quel projet on peut mettre en place pour le développement de nos provinces? Tant que l'on sait pertinemment que notre Constitution consacre la libre administration provinciale, mais également l'autonomie en fait, des ressources économiques pour les provinces. Là, on considère les provinces comme étant des entités capables elles-mêmes de créer des richesses, capables d'impulser le développement. Voyez-vous? Donc moi, je trouve qu'au-delà même de l'existence de la Caisse nationale de péréquation, les provinces elles-mêmes ont pour vocation également à travers évidemment la loi qui existe, ont pour vocation également d'impulser leur développement. On a évoqué, puisqu'on parle de la conférence des gouverneurs. Il y a l'aspect solidarité, parce que vous parlez de développement par les provinces elles-mêmes, mais il y a l'aspect solidarité qui est quand même un aspect très fondamental dans la mise en œuvre de cette caisse de péréquation. Évidemment. Il y a des provinces qui ont des richesses très limitées. Voilà. En fait, il y a des provinces qui ont des richesses très limitées, mais moi je trouve qu'en fait, c'est vraiment question de leadership. Voyez-vous, toutes les provinces de la République démocratique du Congo sont riches. Que ces richesses soient limitées ou non. Il y a des pays qui n'ont même pas de richesses en termes de ressources naturelles, Patrick Lumbala. Mais curieusement, on trouve que ces pays-là sont extrêmement riches. La richesse, c'est d'abord l'esprit. Comment transformer en fait les ressources que vous avez, le peu de ressources que vous avez, en richesse? Comment le capitaliser? Aujourd'hui, on fait des éloges pour la province de là-bas, Patrick Lumbala, puisqu'on parle de la 12e conférence de gouverneurs qui se tient en fait dans la capitale mondiale du cobalt. Mais qui gère le Lolaba? C'est une femme, c'est un leadership visionnaire, au-delà d'être une femme, c'est un leadership visionnaire qui est là. C'est vrai qu'on est en train de parler de la transformation positive de cette province-là, mais si on avait mis quelqu'un d'autre à la place des filles Masuka, pensez-vous qu'il allait être aussi dynamique qu'elle? C'est la question que j'interroge. Donc la plus grande question, le plus grand problème ici, ce n'est pas seulement les richesses, mais c'est la capacité à transformer les richesses que vous avez. C'est très important. Donc, on est en train de mettre en exergue la Caisse nationale de péréquation, mais moi, je trouve que la Caisse nationale de péréquation, même si on l'active aujourd'hui, elle ne sera pas efficace pour résoudre tous les problèmes du développement. Au financement de l'enveloppe, peut-être? Enveloppe ou pas, d'abord, le développement, c'est également question d'organisation interne. Tout à fait, tout à fait. Voyez-vous? Tony Dibendila, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le problème, c'est au niveau du gouvernement central, dans la non-activation de cette Caisse nationale de péréquation? Parce qu'on sait que dans le mécanisme de fonctionnement et de financement de cette caisse, telle qu'instituée par la loi qui la crée, ce sont les crédits issus des autres provinces riches en termes de solidarité qui vont renforcer cette caisse pour aider d'autres provinces. Où est le problème à ce niveau? Est-ce que ce sont les provinces riches, réputées riches, qui ne donnent pas assez de moyens pour la caisse, ou les moyens sont là et c'est au niveau central où ça bloque? Lorsqu'on connaît très bien ces pays, la République démocratique du Congo, vous vous rendrez compte d'une chose. C'est-à-dire qu'on peut indexer les provinces, ce serait bien, les provinces pauvres. Mais, c'est-à-dire, la structuration même de l'économie congolaise, je l'ai dit tantôt ici, c'est basé sur les secteurs miniers, c'est-à-dire ça porte l'économie de notre pays. Et je prends la province, après les découpages territoriaux de 2015-2016, je prends la province du Nord Ubangi, du Sud Ubangi par exemple. Mais quelles sont ces richesses? Le Sud Ubangi, c'est peut-être le tourisme, peut-être l'agriculture, mais le Sud Ubangi, avec le peu de moyens de cette province-là, peut-il s'autofinancer pour lancer son secteur de l'agriculture? C'est-à-dire, c'est bien d'être idéal, mais il faut regarder le fait. Tout à fait. Maintenant, s'il faut prendre l'histoire de la Caisse nationale de péréquation, on parle de 20 millions de dollars. Mais 20 millions de dollars, c'est rien du tout. Il faudra regarder l'étendue, par exemple. J'ai cité le programme de développement local 145 territoires. Ça vaut des milliards de dollars. Effectivement. Ces programmes de développement, on dit, voilà, on veut développer le pays à partir de la base, les
territoires assez éloignés, assez enclavés, pour donner des institutions médicales, construire des écoles, les administrations, construire des routes, des dessertes agricoles. Ce sont des milliards de dollars. Est-ce que 20 millions, même si on remettait 20 millions à la Caisse nationale de péréquation, elle va équilibrer les développements de quelles provinces? C'est impossible. On a 25 provinces plus une ville qui a statut de province qui est Kinshasa. Mais à l'état actuel des choses, espérer que nos provinces s'autofinancent comme le fait par exemple le Lualaba. Le Lualaba, oui, c'est une province chanceuse. Il y a à la fois les ressources minières et puis un leadership capable d'apporter des solutions concrètes. Ça, c'est une chance de cette province-là. Ça, c'est un fait. Et puis, j'estime que c'est une chance pour cette province-là. Mais imaginez des provinces qui n'ont pas de ressources minières, par exemple. C'est-à-dire des richesses directes. Il n'y en a pas de ressources minières qui peuvent impulser le développement. Et à cela, on ajoute les peu de leadership ou du management. Et des conflits persistants entre le gouvernement provincial, l'Assemblée. L'Assemblée, toutes ces questions politiques, par exemple, paralysent même l'élan de développement de ces provinces. C'est pourquoi moi je crois que l'idée d'une caisse qui serait véritablement financée et qui pourrait équilibrer le développement, ça a quand même été une idée de génie. Ça a quand même été une idée de génie au regard des faits matériels actuels. Je ne vois pas la province de Lomami s'est développée à partir des moyens de cette province-là. C'est Lomami a d'abord les moyens. Effectivement. C'est ça aussi. C'est-à-dire que, c'est pourquoi j'estime à partir de là, il peut y avoir un leadership, mais le gouvernement central doit vraiment jouer sa partition, s'activer, donner des moyens conséquents à la Caisse nationale des péréquations pour que cette caisse-là puisse quand même agir. Parce que déjà, si la caisse arrive à capter le peu de moyens des provinces qui sont quand même nantis, c'est-à-dire la caisse peut orienter ces moyens vers des provinces qui sont pauvres, et ces moyens-là permettront peut-être de lancer les secteurs et de dynamiser ces provinces. Il y a des provinces qui sont riches, ce sont des provinces agricoles, qui n'attendent que les investissements importants pour que ces secteurs-là soient relancés. Au moment où il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de magie. On peut avoir du management, mais quand l'argent ne suit pas, c'est compliqué. Quand l'argent ne suit pas, c'est compliqué. Igor Biwaka, vous avez un tout petit peu remis en cause cette caisse même nationale des péréquations. Et je vais vous poser une question allant dans ce sens-là. Le fait que cette caisse même puisse exister, est-ce que ce n'est pas une sorte de cautionner le fait que certaines provinces ne fournissent pas des efforts pour transformer ce qu'elles ont entre les mains en richesse? C'est justement ça, en fait, excusez-moi Patrick, la contrainte ou encore le problème, si on peut le dire ainsi, parce qu'on parle ici en termes de solidarité, en termes de soutien, pour réduire en fait le problème d'équilibre ou encore de disparités, éliminer les disparités pour le développement entre les provinces. Vous l'avez dit, il y a des provinces qui, par moments, se rendent compte que ne fournissent pas assez d'efforts, qu'ils ont besoin en fait des efforts des autres pour, n'est-ce pas, se développer. Alors, ce n'est pas ça en fait l'objectif primordial pour lequel cette Caisse nationale de péréquation a été créée. Moi, je trouve même la mission lui assignée, c'est une mission noble. Elle est noble, pourquoi? Parce que quand on parle de réduire l'écart de développement, l'écart de disparité qu'il y a entre les provinces, eh bien, c'est salutaire. Et elle ne vient que pour financer. Voyez-vous? En fait, moi, j'ai mis l'accent ici plus sur les responsabilités au niveau provincial. C'est vrai que l'économie de la République démocratique du Congo est à 90% tournée vers le secteur extractif, principalement le secteur minier. C'est une évidence, Patrick Lumbala. Mais déjà, dans la mesure où vous avez évoqué, dans la mesure où on évoque régulièrement un aspect contraire, un aspect autre, c'est-à-dire on parle de la diversification de l'économie nationale, et la République démocratique du Congo a d'autres potentialités que les mines. Qu'est-ce que nous manque pour transformer d'autres ressources que nous avons autres que les mines? Il y a des provinces, on a parlé de l'Omami, il y a des provinces comme le Kassai oriental, outre le diamant que l'on peut trouver à foison, mais il y a des grottes. Tout à fait. Il y a des potentialités touristiques que l'on peut exploiter à bon escient. C'est vrai qu'il y a un problème de financement, il y a un problème d'investissement. Tout ce qui manque, c'est en fait l'investissement. Mais est-ce que ces provinces-là sont incapables de s'autofinancer du moment où la Constitution leur consacre cette prérogative-là? Ils ont toute la possibilité... Moi, je trouve que c'est question de leadership. Tout à fait. J'insiste sur ça, Patrick Lumbala. C'est quelqu'un de leadership. Lorsque vous avez la tête d'une province,
quelqu'un qui a une vision de développement. Cette personne-là peut mieux faire et peut mieux agir au profit même du développement des provinces et ne va pas seulement que se rabattre sur les richesses minières ou encore sur des prétextes, je dirais, farfelus. Merci beaucoup, Igor Biwaka. On va changer tout de suite des chapitres pour évoquer cette fois cette nouvelle demande du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, une demande adressée, une fois de plus, à l'Assemblée nationale, afin d'obtenir l'autorisation, non pas d'instruction, comme cela était dans un premier temps, mais des poursuites pures et simples contre le ministre de la Justice, Constant Mutamba Tungunga, pour un détournement présumé des fonds destinés à l'indemnisation des victimes du conflit des 100 jours à Kisangani. Regardez les détails et le contour dans cet élément. Le procureur général près la Cour de cassation relance son offensive. Il demande à l'Assemblée nationale l'autorisation de poursuivre le ministre Mutamba pour détournement présumé des fonds publics. Cette nouvelle tentative soulève des questions. Si certains y voient une justice plus ferme, d'autres s'interrogent. Est-ce une réelle lutte contre la corruption généralisée ou une action ciblée frôlant la chasse à l'homme, peut-être dictée par des motifs politiques? La persévérance du procureur face à un seul individu dans un pays gangréné par la corruption alimente les soupçons d'une justice à deux vitesses. L'Assemblée nationale est désormais au pied du mur. Sa décision d'élever ou non l'immunité sera scrutée. Elle devra prouver qu'il agit en toute indépendance et ne se prête pas à des jeux politiques. Pour la population, fatiguée des scandales, l'enjeu est clair. Voir si la justice peut vraiment s'exercer sans complaisance ou si elle reste un outil au service de certains agendas. Les citoyens congolais attendent plus que des annonces ou des poursuites isolées. Ils aspirent à une justice équitable et implacable pour tous, sans distinction des rangs sociaux ou politiques. L'issue de cette affaire, ainsi que d'autres dossiers en cours, façonnera la perception de l'engagement réel des autorités dans la lutte contre la corruption et déterminera la confiance du peuple dans sa justice. Tony Antoine Dibendila, Constant Mutamba, une fois de plus convoqué, une fois de plus fait l'objet d'une nouvelle demande du procureur général, alors que la procédure qui était déjà en cours n'a pas vraiment complètement pris fin. Est-ce que le procureur a découvert certains autres éléments qui lui ont finalement convaincu de demander cette fois non pas l'autorisation d'instruction, mais l'autorisation de poursuite, tout simplement, ce qui entraînerait même la démission du ministre? Bon, moi, je voudrais aller au-delà de la question, parce qu'on sait que l'instruction était secrète. L'évolution des données, ça, on les laisse, c'est les magistrats qui a conduit l'instruction, qui a toutes les données et qui sait pourquoi cette demande-là a été suivie, parce qu'on sait que lorsqu'il y a demande de poursuite judiciaire, il y a démission du gouvernement. Mais moi, je dirais... Du ministre. Démission du ministre de la Justice qui est poursuivi, bien entendu. Au regard des efforts portés par les ministres de la Justice, Constant Mutamba, moi je me dis que s'il a réellement commis des fautes, on ne viendra pas remettre en cause la démarche de la justice, parce que nous avons combattu les détournements qui a détruit ce pays. Et on ne va pas, parce qu'il y a tel ou tel autre responsable politique, et voilà, il faut privilégier, c'est-à-dire la réalité est que c'est un coup, c'est un véritable coup, à mon avis. Un coup de qui contre qui? Non, c'est un véritable coup à l'égard de cette possible démission, éventuelle démission. Tout à fait. Ce sera un véritable coup à l'égard du ministre de la Justice, qui en tout cas en peu de temps a apporté quand même des réformes, qui a lutté contre les détournements des fonds publics et les faire partir. Moi surtout je me dis, si après sa démission, si après la plénière qui va statuer sur cette demande de poursuite judiciaire et qu'il y ait vote, on autorise qu'il y ait poursuite judiciaire, et ensuite arrive la démission
du ministre de la Justice, et de la Justice et garde de Sceaux. Mais après ces poursuites, s'il s'avère qu'il est innocent, que c'était une question administrative et autre, il ne reviendra plus au gouvernement. C'est-à-dire ça donnera l'impression que cela n'était qu'un coup purement politique. Tout à fait. Au-delà de ça, que la justice fasse son travail, mais que cela soit... J'estime que c'est fort en tout cas, c'est fort cette demande des poursuites judiciaires. C'est fort cette demande des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice. Est-ce que vous partagez le même avis, Igor Biwaka? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un acharnement d'un appareil judiciaire contre un ministre qui a voulu apporter des réformes courageuses dans ce secteur-là? Alors Patrick, moi je ne parlerai pas en fait d'acharnement. Je présenterai en fait les choses sous d'autres facettes. Déjà, vous allez vous rappeler quand, comment il s'appelle encore, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a eu en fait le règne de ce secteur. Vous savez, les contextes qui ont conduit, n'est-ce pas, à son arrivée à ce secteur-là. On parlait en fait d'une justice qu'on présentait des malades. Voyez-vous, et lorsqu'il a pris en fait le règne de ce secteur-là, il a voulu en fait initier un certain nombre de réformes. Un certain nombre de réformes pour redresser en fait la justice de la République démocratique du Congo. Et les réformes, vous le savez, ça ne plaît toujours pas à tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Et Mutamba, si on peut le dire dans un langage beaucoup plus métaphorique, il s'est érigé comme un arbre au milieu du désert. Et il y a un adage qui le dit ici, un arbre qui se dresse seul n'attire pas seulement la foudre, mais également le regard. Et donc, on a scruté de près ses moindres gestes et faits. On a cherché des poux. On a scruté de près ses moindres gestes et faits, puisqu'il s'est érigé comme quelqu'un qui était contre, en fait, les détournements, la corruption et autres. Contre le système établi, en contre quelque le sorte. Système qu'il a jugé, qu'il a qualifié de mafieux, un système mafieux mis en place qui en fait, facilitait en fait, la mafia, etc., la corruption, les détournements. Et donc, on devrait également la voir par ses propres mots. C'est vrai qu'on ne va pas beaucoup donner d'interprétation à ces sujets. On laisse la justice faire son travail, mais en regardant les choses de près, on se rend compte que moi, en tout cas, à mon humble avis, j'ai comme l'impression le ministre de la Justice sera déféré devant la justice. Et beaucoup interpréteront à leur manière, leur façon. Mais moi, je trouve que c'est une opportunité pour nous de voir si vraiment cette justice dont on a fait l'autopsie a guéri. Tout à fait. Si elle a vraiment guéri cette justice. Alors, Tony Antoine Dibendila, l'Assemblée nationale à qui justement la demande d'autorisation de poursuite a été adressée, quelle doit être son attitude? Je crois que l'Assemblée ne fait que son travail. Il y a eu demande d'instruction et une commission a été mise en place pour écouter les ministres d'État en charge de la justice et garde de Sceaux. Et aujourd'hui, la Cour de cassation revient pour demander l'autorisation des poursuites. Moi, je crois que l'Assemblée nationale est en train de faire son travail et que à ce niveau, ce seront les élus qui pourront décider, mais nous savons que dans des situations comme ça, il y a toujours un dynamisme politique. Tout à fait. Parce que Mutamba est un acteur politique, il appartient à le membre du gouvernement, il dépend également de son gouvernement, mais également du chef de l'État qui nomme les membres du gouvernement. Et donc, je crois qu'à un certain niveau, parce que déjà nous savons que cette demande d'élever cette demande des poursuites judiciaires, je crois également qu'il y a eu une lettre adressée au gouvernement, parce qu'on ne fait pas demander des poursuites qui sous-entend la démission du gouvernement. Il y a une copie peut-être pour information. Pour information à la Première ministre, mais également évidemment au chef de l'État. Et nous regardons la suite, l'évolution, mais je voudrais également que l'Assemblée nationale, c'est ce que nous avons toujours dénoncé, ne nous donne pas l'impression qu'il y a célérité pour certains cas et nonchalance pour d'autres. Parce qu'on évoque, je parle ici de la question du député national Nicolas Kazadi. Il fallait qu'il y ait une commission qui devait être mise en place pour également suivre son cas.
parce qu'il y a eu des demandes d'élever des immunités. Elle devait suivre dans quelques heures après l'annonce. Après l'annonce, mais jusqu'à-là, nous ne voyons pas la commission. Même dans l'opinion, les gens se questionnent pourquoi cette commission tarde à venir. C'est pourquoi moi, j'estime qu'il ne faut pas qu'il y ait cette impression-là, qu'il y a célérité, et puis d'une part, et puis lenteur de l'autre part. Mais je crois que s'il arrivait que Moutamba démissionné du gouvernement, ce serait une erreur politique. Une erreur politique pour ceux qui auront occasionné ces genres de complots. Espérons qu'il soit clair, mais au regard des événements, nous sentons qu'il y a véritablement complot parce que le ministre de la Justice avait lancé une véritable guerre contre la mafia judiciaire. Et je crois que si aujourd'hui nous avons l'impression que la mafia a gagné, ça sera un mauvais coup pour la République. Ça sera un mauvais coup pour la République démocratique du Congo. Et le dernier mot va justement revenir aux députés nationaux qui sont appelés à autoriser ou non les poursuites contre le ministre en charge de la Justice, Constant Moutamba. Nous serons très attentifs quant à ce feuilleton, un feuilleton que nous refermons pour ce qui est de cette émission, pour ouvrir un autre sujet, celui du Fonds souverain de la République démocratique du Congo. Ce fonds, depuis plusieurs années, fait défaut à la RDC, alors que c'est un levier économique, un levier important pour le développement économique du pays. De quoi s'agit-il exactement ? Regardez ceci. La République démocratique du Congo, nation riche minière colossale, nourrit depuis longtemps le rêve de transformer ses ressources éphémères en un héritage durable pour ses générations futures. Au cœur de cette ambition se trouve le Fonds souverain de la RDC, un mécanisme financier censé pérenniser la manne de matières premières et injecter des capitaux dans le développement national. Mais entre sa conception et sa pleine opérationnalisation, le chemin est long et parsemé d'obstacles. Un fonds souverain est un outil financier détenu par un État généralement alimenté par les revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles pour la République démocratique du Congo, principalement le minerai. Son objectif principal est de mettre de côté une partie de recettes générées par ces ressources non renouvelables afin de, en agissant comme un amortisseur face aux fluctuations de prix de matières premières, il permet d'éviter des cycles de boom et de bust qui caractérisent souvent les économies dépendantes des exportations minières. Les fonds peuvent investir sur les actifs variés à l'échelle mondiale, actions, obligations immobilières, générant ainsi des rendements qui réduisent la dépendance du pays au seul revenu minier. Une partie des ressources peut être allouée à des projets d'infrastructures essentielles tels que les routes, les écoles, les hôpitaux, à la diversification économique ou au soutien de secteurs stratégiques bénéficiant directement à la population. Il s'agit d'une épargne intergénérationnelle garantissant que les futures générations bénéficieront de richesses actuelles, même après l'épuisement de ressources. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a d'ailleurs souligné que ces fonds devaient être un levier pour l'indépendance économique et l'héritage des générations futures. Alors, Igor Biwaka, le fonds minier, le fonds souverain de la République démocratique du Congo, un fonds qui a été mis en place sur le modèle de FOMINE notamment, mais avec un objectif beaucoup plus large. Comment, selon d'ailleurs les dires du président de la République, c'est un levier important pour l'indépendance économique de la RDC, mais aussi pour, on va dire, une protection en quelque sorte des générations futures. Comment ce fonds peut-il jouer vraiment son rôle et pourquoi il est indispensable qu'il soit mis en place? Alors, Patrick Lumbala, comme vous l'avez dit ici tantôt, il faut rappeler le fait que le président de la République l'a réitéré lors de la 46e réunion du Conseil des ministres, où il a instruit en fait, le gouvernement de mettre en place ces fonds souverains que nous devons comprendre ici comme étant un fonds d'investissement détenu par un État, et la République démocratique du Congo, justement, a manqué. Plusieurs États du monde ont évidemment le fonds souverain, à l'instar au fait du Norvège, qui d'ailleurs on considère comme étant avoir un fonds souverain au fait, avec des parts le plus significatives dans le monde in extenso, puisque le part des fonds souverains de ces pays-là
elle couvre au moins 9000 entreprises à travers le monde. Et c'est très bénéfique, c'est très important pour l'économie du pays. Et le président de la République, évidemment, a martelé sur le fait que le gouvernement devrait s'activer pour la mise en place de ces fonds, qui sera d'abord alimenté par le fonds minier, excusez-moi, le fonds mine, mais également par d'autres structures publiques, d'autres structures de l'État pourvoyeuses des ressources publiques. Et pour quelle finalité? C'est la plus grande question. C'est la plus grande question. Quelle finalité? Déjà, ces fonds, en tout cas, viendront d'abord premièrement pour investir une part des revenus miniers sur le marché international afin d'en accroître la valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, on se demande, on a des revenus miniers, mais qu'est-ce qu'on en fait? Tout à fait. Certains revenus miniers que nous avons, ça ne permet pas en fait au pays de se développer. Alors avec la mise en place de ces fonds-là, on pourra mettre ces revenus-là sur le marché international comme on le voit. Comme je prends l'exemple des pays de l'Afrique de l'Ouest qui, comme le Togo, le Bénin, qui à chaque bout de champ, ils mettent en fait leurs fonds sur le marché régional, UMOA, etc. Le VRVM notamment de la Côte d'Ivoire. Et voilà. Et donc cela également permettra à la population du Congo d'être vraiment dynamique sur le plan régional, mais également sur le plan international. Et c'est très important, ça va permettre à ce que le pays, n'est-ce pas, soit un véritable... ça va permettre au pays de transformer évidemment ses ressources minières ou encore ces ressources naturelles en opportunités, des richesses pour la République démocratique du Congo. En fait, ça c'est le premier aspect de choses. Le deuxième aspect de choses, avec la mise en place de ce fonds, ça va permettre de financer à long terme des infrastructures essentielles. On a parlé ici tantôt qu'on avait des difficultés de financer en fait des infrastructures. On avait en fait cette difficulté de financer des projets d'investissement public parce qu'il n'y avait pas de mécanismes qui préalablement étaient investis pour financer en fait ces projets-là. Mais avec la mise en place de ces fonds-là, voyez-vous, les fonds souverains, ça va permettre à ce qu'on puisse financer les infrastructures essentielles. Qu'est-ce qu'on appelle infrastructure essentielle, Patrick Lumbala? Un peu plus rapidement. On voit le route, on voit le barrage, on voit les infrastructures sanitaires, etc. Mais également, il faudrait que je l'évoque, Patrick Lumbala, ces fonds ont également été mis en place pour permettre à ce que l'on aboutisse à la diversification de l'économie nationale, en soutenant notamment le PME, en soutenant notamment l'industrialisation, en soutenant notamment l'innovation, mais également en se focalisant sur l'entrepreneuriat local. Voilà autant d'opportunités. Ça veut dire profiter de l'argent qu'on a à partir du secteur minier, par exemple, pour pouvoir diversifier et investir dans d'autres Évidemment, secteurs. Évidemment. Et c'est très important. Je crois que ce n'est pas vraiment le reste. Il y aura également d'autres missions. Il y a même d'autres missions qui ont été en fait assignées à ces fonds souverains. Donc je crois bien que le gouvernement va en tout cas s'activer pour sa mise en place. Tout à fait. Pour sa mise en place, c'est justement la question de la mise en place. Je reviens à vous, Todi Dibendila. C'est une volonté exprimée par le président de la République. Si déjà la Caisse nationale de péréquation, cela va faire pratiquement près de 2 décennies qu'elle a été instituée, n'est pas mise en place, est-ce que ce fonds souverain dont le gouvernement a la volonté de mettre en place, est-ce qu'il ne va pas connaître le même sort? Bon, je voudrais commencer par rappeler rapidement l'intérêt du fonds souverain. Il faudra savoir déjà que c'est un fonds d'investissement, un fonds de placement financier. Tout à fait. C'est-à-dire que son rôle c'est aussi de gérer l'excédent de l'activité économique. Effectivement. On a évoqué ici les questions de déséquilibre dans les provinces. La Caisse nationale de péréquation n'arrive pas à financer les développements des provinces, l'équilibre de ces développements. Surtout qu'elle elle-même d'ailleurs en fait ne bénéficie pas des crédits adéquats. Et donc ces fonds des souverains pourraient également venir seconder la Caisse nationale de péréquation en termes des créations d'entreprises, par exemple. Parce que le fonds, Igor l'a dit d'ailleurs, les fonds permettent aussi, parce que lorsqu'on gère déjà les excédents de l'activité économique, on voit les placements financiers, il y a des bourses ici et là à travers le monde. Et les fonds peuvent aider justement à amener. Mais maintenant, la mise en place et l'opérationnalisation de ces fonds souverains dépendra également des intelligences qui seront mises en jeu. Parce qu'on peut évoquer, aujourd'hui, les fonds miniers fonctionnent. Par exemple, les fonds miniers fonctionnent. On veut mettre à contribution les fonds miniers pour la mise en place de ces fonds souverains, mais j'ai évoqué les intelligences, mais également la structuration
économique que nous-mêmes, nous voulons de notre pays, mais aussi, au-delà de cette structuration, la volonté politique. Les fonds, on peut les créer sur papier, mais après les fonctionnements, il doit y avoir des retombées réelles. Mais où est-ce que ces fonds souverains sera placé? Est-ce qu'on va prendre notre propre fonds souverain, aller le placer par exemple à la bourse de Londres ou à quelle bourse? Alors que ça fait depuis l'avènement du président Tshisekedi au pouvoir, il y avait des promesses comme quoi il y aurait une place boursière en RDC. Mais voilà justement, je crois que la commission qui va être mise en place, ou ce qui est déjà, je crois, qui va être mise en place pour justement la concrétisation de ces fonds, va s'établir sur cette question-là. Est-ce qu'il faudra, parce qu'il n'y a pas longtemps, je crois même dans le Conseil des ministres, on avait évoqué la question de la création d'une bourse en RDC. Est-ce qu'il faudra créer une bourse, il faudra placer ailleurs? Mais c'est au moment opportun, parce que là, on est au niveau des souhaits du gouvernement en tout cas, qui vise à moderniser, l'économie congolaise. On est à ce niveau-là. On va attendre les intelligences qui seront mises sur table, les différents aspects qui seront évoqués, les différentes propositions qui seront recueillies. C'est à partir de là qu'on verra comment est-ce que ces fonds seraient effectivement utilisés. Tout à fait. Nous sommes presque à la fin de cette émission. On finit avec vous, Igor Biwaka. Oui, évidemment. Donc, on ne peut pas parler au fait, de la mise en place de ces fonds sans évoquer au fait, l'atout qu'ils représentent dans les générations futures. Parce que d'abord, ça a aussi pour vocation de constituer une épargne intergénérationnelle. Aujourd'hui, on parle de la problématique du développement. Avec la mise en place de ces fonds, donc il y aura des parts, comme une épargne nationale que l'on réserve également pour les générations futures. Donc ça va aussi agir comme, en quelque sorte, comme le fonds mine, le fait pour le secteur minier. Voyez-vous, comme le secteur minier. Mais là, maintenant, ça aura une vocation beaucoup plus large. Au-delà de ça aussi, il faut évoquer le fait que la mise en place de ces fonds viendra également résoudre le problème de la volatilité au fait, du prix des minerais sur le marché international. Donc ça va vraiment régler ces problèmes-là, mais aussi une des missions encore importantes qui lui a été assignée, c'est celle, évidemment, d'appuyer le programme que nous avons, le programme de développement local des 145 territoires. Et là, je trouve que c'est vraiment bien réfléchi à ce moment-là. Mais le plus grand problème ici, c'est sa mise en place. Mais moi, je trouve que la mise en place ne sera pas aussi difficile, puisque tous les mécanismes sont déjà établis. C'est question, comme on l'a dit ici par Tony, c'est question justement de la volonté politique. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'on va pas se retrouver, on va peut-être finir par là, Tony Dibendila, dans une sorte de pollution des fonds? Nous avons le fonds Narev, nous avons le fonds minier, nous avons le fonds souverain, mais finalement, qui sur les terrains, ça reste encore non, mais c'est pas un problème, c'est une question d'objectif. C'est quoi l'objectif poursuivi par le Congo? Mais si on se rend compte à un certain moment, on est bloqué, on peut rétropédaler. Je crois que vous avez suivi il n'y a pas longtemps la demande du chef de l'État de la suppression de certaines structures qui sont devenues budgétivores pour les budgets, les trésors publics. Et donc, si pour l'instant il n'y a pas blocage, on avance. Et si on se rend compte qu'il y a blocage quelque part, il y a prolifération de ces fonds qu'il fallait rétropédaler, et à ce moment-là, il y aura rétropédalage. Mais pour l'instant, comme on est au niveau du souhait, on regarde l'évolution de la question. On regarde l'évolution de la question et on voit jusqu'où ça va nous mener. Merci Igor Biwaka. Merci Patrick. Merci Tony Dibendila. Merci. Et merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. C'est terminé pour aujourd'hui. On vous retrouve demain justement pour un nouveau numéro de votre programme, mais aussi pour le décryptage de l'actualité économique vue de la rédaction d'Ecofin Télévision. À très vite.